Bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci beaucoup pour l'organisation du colloque. Alors, moi, je vais commencer déjà cette intervention par deux définitions. Donc, d'abord, celle du chlordécone, même si, bon, je pense que dans cette salle, beaucoup de personnes sont familières avec le sujet. Mais bon, pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas trop le sujet, un bref rappel qui sera forcément assez succinct et qui ne répondra pas à toute la problématique du chlordécone, mais parce que je vais l'aborder davantage par la suite. Alors, le chlordécone, en deux mots, c'est un insecticide organochloré qui a été utilisé dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe de 1972 à 1993 officiellement, puisqu'après, effectivement, il y a eu des utilisations illégales et des stocks qui ont été gardés illégalement. Il a été interdit en 1990 en Hexagone et il a été prolongé pendant 3 ans par des dérogations successives sous pression des acteurs économiques, notamment des Blancs créoles, alors qu'il était au même moment interdit dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, en Suisse ou en Allemagne, dans les années 70-80. C'est une substance qui est persistante, bioaccumulable, toxique, selon la nomenclature REACH. Oui. Et c'est une pollution qui percole dans l'ensemble des écosystèmes antillais. Comme l'a dit Ruby tout à l'heure, il y a une étude qui vient de sortir montrant que selon dans certains types de sols, la pollution pourrait durer donc jusqu'à 1100 ans. Les premières études estimaient la pollution à peu près 7 siècles, et puis après, au fur et à mesure, il y a eu d'autres études qui montraient que ça dépendait du type de sol. C'est une pollution aussi qui percole dans les aquifères et aussi qui contamine donc les Antillais et les Antillaises qui ont donc 90% ont du chlordécone dans le corps. C'est une contamination qui est associée à une hausse de risque de survenue et de récidive du cancer de la prostate, à des atteintes du neurodéveloppement infantile et aussi, par exemple, à une hausse des fausses couches. Alors, ce premier terme étant défini, je peux passer à celui de réparation. La réparation en droit, c'est d'abord une question de responsabilité. Une responsabilité juridique, c'est-à-dire l'obligation pour le désigné responsable de répondre d'un dommage devant le juge et d'en assumer les conséquences. J'ai mis sur la diapositive les différents régimes de responsabilité, alors de manière assez succincte, mais en fait pour montrer que selon la responsabilité, ce ne sont pas les mêmes conséquences et donc pas la même vision de la réparation. Par exemple, pour une responsabilité pénale, la personne qui est désignée responsable à porter atteinte aux valeurs défendues par la société parce que le code pénal représente les valeurs défendues par la société à un moment T. Alors, ça permet de dresser une première vision de la réparation. En parallèle de cette responsabilité juridique, le droit permet aussi l'indemnisation des victimes par la solidarité nationale. Mon collègue l'a dit tout à l'heure avec le CIVEN. Dans le cas des pesticides, c'est le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, même si c'est une évolution des mécanismes de responsabilité qui s'est faite de la reconnaissance de la responsabilité de l'auteur des faits. Alors, ceci étant dit, quand on mêle le chlordécone et la question de la réparation, on se rend compte que l'usage de ce terme, il est chargé de sens. Historiquement, on regarde de l'histoire coloniale, esclavagiste, et des demandes de réparation qui sont largement restées lettres mortes. Il est aussi le reflet de la construction d'un problème public extrêmement techniciste, extrêmement particulier, qui n'est pas le reflet de l'ensemble des acteurs. Et puis surtout, c'est l'usage d'un terme qui n'est pas cantonné qu'à la sphère juridique. Le terme de réparation, il percole dans plein d'autres sphères, dans les sphères politiques, culturelles, historiques, etc. Et puis ça vient questionner en retour les attentes qu'on a qu'ont les acteurs vis-à-vis de l'aspect strictement juridique. Alors, ceci étant dit, je vais passer aux questions de la positionnalité qui me semble nécessaire quand on évoque le chlordécone. Donc déjà, au regard de l'objet d'étude et de ce que je viens de dire, mais aussi au regard de la recherche en sciences juridiques. Les sciences juridiques sont quand même fondées sur des hypothèses épistémiques qui sont issues de la colonialité et aussi sur une approche d'idées de neutralité axiologique selon laquelle on ne pourrait pas forcément mener de réflexion épistémologique collective dans le droit et puis même des approches empiriques qui sont encore naissantes, assez balbutiantes en droit et qui me laissent à penser que on doit en tant que juriste faire cet exercice de positionnalité, d'autant plus quand on évoque des thématiques comme le chlordécone. Et donc, de facto, aussi au regard de ce que je représente, je suis une personne blanche, née en Hexagone, qui effectue ses recherches à Toulouse. Donc, ma recherche n'est pas neutre, elle n'est pas objective non plus. Je suis arrivée sur la question du chlordécone par une pige, puis je m'y suis intéressée lors de mes études avec le mémoire que vous voyez à l'écran. Et puis ensuite, par un engagement associatif, notamment suite à un des entretiens que j'ai mené pour mon mémoire. J'ai voulu prolonger ces travaux en thèse, mais ça suscite effectivement des questionnements qui sont perpétuels pour essayer de penser une place dans un paysage militant et académique qui est structuré par des rapports de domination que je n'ai pas envie de reproduire. Il y a aussi une réflexion sur l'accessibilité de mon travail, d'où effectivement la volonté que mon mémoire de fin d'études soit accessible sur la plateforme de Sciences Po Toulouse à toute personne qui le souhaite, et notamment aux personnes avec qui j'ai mené des entretiens.
Ensuite, pour la méthodologie, c'est une méthodologie qui est relativement classique en droit, que j'ai souhaité compléter par des entretiens, donc 17 entretiens semi-directifs, des observations et de l'observation participante, et une analyse de divers travaux en sciences sociales. C'est une méthode qui reste à parfaire, parce qu'elle est déjà tirée d'un mémoire, donc d'un travail étudiant, et ensuite, au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'approche empirique en droit, qui est encore peu commune et peu développée, et donc il y a une réflexion sur comment concilier les approches des sciences sociales et l'approche juridique. C'est aussi un échantillon qui est daté, qui est limité, mais qui m'a permis d'éclairer mes recherches et d'apporter un contrepoids pour avoir le récit des expériences vécues et des perceptions des personnes que j'ai pu interroger, notamment via 2 questions que j'ai posées, qui étaient celles des attentes vis-à-vis des actions en justice et du caractère satisfactoire du fait de remplir ces attentes. Alors, j'en arrive au résultat, en quelque sorte. Donc, dans un premier temps, on a une construction de la réparation qui est celle de limiter l'exposition, d'indemniser certaines catégories de population. Donc, par là, j'entends surtout les hommes, les travailleurs et les humains. Et Ruby mentionnait tout à l'heure la question des non-humains qui est assez peu abordée. Il y a aussi une perspective donc, de dépollution, de soutenir la recherche en sciences dures. Et on a une absence de problématisation des réflexions sur la recherche, sur le fonctionnement de la recherche, sur la démocratie environnementale et sur la mise en cause des acteurs économiques. Ça, on le voit à travers diverses choses, notamment donc, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides que je vais développer après, les plans chlordécone qui ont été mis en place dès 2008, les diverses propositions de loi aussi depuis 2017. Là, je ne vais pas pouvoir les aborder ici, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Et puis aussi donc, les diverses recommandations, interdictions de pêche et décisions de justice. Donc, je vais développer 3 exemples. Si je suis un petit peu en retard, j'en développerai que quelques-uns. Le premier, donc, c'est celui du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui a été créé en 2020. Alors, ce fonds, il permet d'indemniser uniquement les travailleurs agricoles et les enfants ayant été exposés de manière prénatale. Donc, ça exclut de fait les expositions environnementales, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas travaillé dans les bananeraies et qui aussi peuvent avoir des pathologies liées au chlordécone. Et puis, parmi les travailleurs agricoles, c'est aussi assez insatisfaisant parce que si on regarde les chiffres depuis le début du fonds, seuls 66 rentes ont été versées. Alors, ces chiffres ont quand même augmenté d'année en année si on regarde les rapports d'activité du fonds, donc c'est encourageant, mais ça reste quand même très faible si on regarde notamment les travaux sur les cohortes de travailleurs, d'ouvriers dans les bananeraies, qui sont estimés entre 15 000 et 20 000 ouvriers entre 73 et 93. Donc, effectivement, le nombre de 66 à côté apparaît assez faible, et d'autant plus si on s'intéresse à la répartition dans ce chiffre de 66 entre les chefs d'exploitation et les ouvriers. Enfin, c'est des démarches qui sont quand même assez difficiles, d'autant plus pour les femmes et les travailleurs en situation irrégulière. Et puis, c'est une réparation qui est forfaitaire et à laquelle participent très peu ceux qui polluent, puisqu'elle est elle est financée qu'en très faible partie par une fraction de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Un deuxième exemple, c'est celui effectivement qui a été mentionné tout à l'heure de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 11 mars dernier. Pour rappel, le préjudice d'anxiété, c'est la crainte de développer une maladie. Ce n'est pas un préjudice moral qui, lui, est la douleur liée au fait d'être effectivement atteint. Le préjudice d'anxiété, c'est né d'une jurisprudence en mai 2010 liée aux travailleurs de l'amiante, et ensuite ça a été étendu à d'autres catégories en dehors des travailleurs et en dehors de l'amiante. Dans ce cas-là, sur 1286 requérants, il a été reconnu un préjudice d'anxiété à 9 hommes concernant le cancer de la prostate pour des sommes qui vont de 5 000 € à 10 000 €. Et il a été reconnu un préjudice moral à 2 femmes concernant la fausse couche et la mort in utero d'enfants, à hauteur de 5 000 €. Cette décision a aussi reconnu la responsabilité de l'État pour des négligences fautives et des fautes caractérisées. Il y a quand même une avancée dans le sens où, en première instance, vraiment, il n'était reconnu que des négligences fautives et que les préjudices d'anxiété étaient complètement rejetés. Toutefois, on peut quand même dire que cette décision, elle est assez peu novatrice au regard déjà de la jurisprudence sur le préjudice d'anxiété. Et surtout, on a une approche sur le principe de précaution qui est assez peu ambitieuse, dans le sens où on a notamment une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en janvier qui appuie bien sur le fait que il n'y a pas besoin d'avoir une certitude scientifique extrêmement forte, notamment pour des pollutions assez étendues. Là, dans ce cas-là, c'était un cas sur les déchets en Italie et une pollution qui était continue depuis des années.
On a aussi une approche qui est assez déconnectée de la réalité scientifique concernant le chlordécone et les pesticides. On a notamment plusieurs auteurs qui montrent qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir des études sur toutes les pathologies liées au chlordécone, que le temps de la science est très long et qu'il est difficile d'exiger une corrélation entre la causalité juridique et la causalité scientifique. Et on a aussi en ce sens une décision notamment de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit qu'on ne peut pas dans tous les cas exiger cette corrélation-là. Et puis de manière plus globale, on peut s'interroger aussi sur l'absence de questionnement sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas de recherche à un moment donné sur certaines pathologies alors que les risques sont quand même mis en avant depuis plusieurs années. Ça m'amène au point critique suivant qui est l'absence de mention du contexte socio-historique et des inégalités structurelles qui viennent pourtant aggraver le préjudice d'anxiété et notamment l'approche exposome qui n'est pas du tout abordée alors qu'on a une multi-exposition quand on vit aux Antilles. En plus du chlordécone, on est exposé à plein d'autres choses. Une dernière critique, c'est l'appréciation restrictive qui est faite, qui est fondée effectivement sur notamment un taux de chlordéconémie, quand on sait que la chlordéconémie est quand même contestée aujourd'hui pour faire des diagnostics. Et puis même, on a un discours des autorités publiques qui dit d'un côté qu'il ne faut pas en faire un diagnostic, et puis de l'autre côté, on a une décision de justice qui se fonde sur la chlordéconémie. D'ailleurs, dans le diaporama, ce n'est pas des milligrammes, mais c'est des microgrammes par litre. Et l'appréciation est aussi fondée sur le fait d'habiter notamment à moins de 500 mètres des terres agricoles et de résider dans une zone où la part de culture de la banane, au regard de la part de culture de la banane dans la superficie agricole utilisée. Un troisième exemple, ça va être, et je pense que je vais passer après, ça va être la décision rendue par le Comité européen des droits sociaux le 19 mars. Alors, c'est une décision qui fait suite à une plainte d'associations contre le gouvernement français concernant donc la gestion de l'eau et du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Le gouvernement français y a répondu quelques mois après pour dire que la Charte européenne des droits sociaux ne s'appliquait pas au territoire ultramarin. Récemment, le Comité européen des droits sociaux, donc le CEDS, a confirmé cette vision du gouvernement en disant qu'effectivement, le recours était irrecevable puisque la France n'avait jamais fait la déclaration expresse qui est exigée dans la charte pour étendre la protection au territoire ultramarin. Cette appréciation, elle est au regard de la charte finalement assez, on pourrait dire qu'elle respecte les conditions de la charte, mais en même temps, elle est surtout très stricte, puisqu'on a une jurisprudence du CEDS qui a tout le temps dit que la charte est un instrument vivant et qu'à tout moment, elle peut s'étendre à d'autres catégories de population et à d'autres situations. Et puis surtout, on a une situation quand même assez ubuesque. On a d'autres territoires ultramarins européens qui, eux, sont protégés par la charte. Et on a par exemple l'exemple de Saint-Martin, puisque les Pays-Bas, eux, ont étendu la charte à leur territoire ultramarin. Donc, par exemple, il y a une partie de Saint-Martin qui est protégée par la charte, la partie néerlandaise, et puis la partie française n'est pas protégée par la charte. Le CDS aurait aussi pu se fonder sur le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui qualifie cette exception de clause coloniale. Et puis enfin, surtout, la France a eu quand même de multiples occasions pour faire sa déclaration expresse auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'ici. Donc, ceci m'amène à ma deuxième partie, puisque en fait, dans cette première partie, on voit qu'on a une approche de la réparation qui est très restrictive et il y a des mesures qui sont effectivement nécessaires, mais qui ne sont pas suffisantes. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé au sein de mes entretiens, notamment avec une différence assez claire dressée par les enquêtés entre le droit et la justice. Le droit était vu non pas comme une fin, mais un moyen, comme un dernier garant de la démocratie, un moyen d'établir une forme de vérité, de reconnaissance, de pousser à l'action publique, de visibiliser et de pousser à l'action collective. On l'a vu notamment avec l'annonce du non-lieu en 2019, en opposition à la justice qui serait une forme de rétablissement de l'équité. Et c'est notamment avec ces entretiens-là que je me suis dit qu'il fallait, dans mes recherches, que j'aille au-delà de l'approche purement juridique et qu'il fallait que j'aille vers une approche plutôt extra-juridique et que je ne pouvais pas uniquement me contenter de proposer des pistes de contentieux ou des pistes prospectives d'amélioration du droit. Alors, à savoir aussi que ce que je dis là sur la vision du droit, bien entendu, dans les entretiens, c'est plus nuancé et tout le monde n'a pas la même vision du droit et de la justice, mais c'est quand même une différence qui est ressortie de manière assez claire. Et donc, ça m'amène effectivement à cette deuxième partie. Ce qui ressort de manière plus large dans la réparation, c'est la volonté, en plus des soins, de la dépollution et de tout ce qui a été dit dans la première partie, d'avoir une approche transformatrice, c'est-à-dire de remettre en cause le système qui a amené
un phénomène comme le chlordécone et donc l'habité colonial, et qui a été théorisé notamment par Ferdinand. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans mes entretiens. Tous les enquêtés, peu importe leur avis sur le sujet, établissaient un lien assez clair entre l'histoire coloniale des Antilles françaises et la manière dont sont perçus et mis en place les programmes de gestion du chlordécone et plus largement les questions relatives à la réparation. De ces entretiens ressortent deux formes de propositions. Dans un premier temps, des propositions plutôt en faveur de la souveraineté alimentaire et de la reconnaissance des pratiques culturelles au regard du contexte. Donc un contexte effectivement qui est le suivant, c'est-à-dire une minorité de personnes, en grande partie des Békés, qui détiennent la majorité des terres agricoles et qui dédient celles-ci à une agriculture intensive qui est tournée vers l'exportation. Aussi au regard effectivement de la pollution des sols, des aquifères, de la vie chère, et puis par exemple aussi des aides à la filière de la banane qui sont extrêmement fortes. Il faut savoir que les aides européennes, notamment les aides POSEI, sont pour moitié dédiées à la filière banane et qu'un quart seulement est dédié à la production locale. Et puis surtout, je mentionnerai aussi la place de l'autoconsommation, des jardins créoles, des produits vivriers locaux, notamment les légumes racines, poissons, écrevisses, oursins et langoustes qui sont largement touchés par le chlordécone, alors que ce sont des produits qui sont largement consommés traditionnellement. Et donc tout ça, ça génère effectivement une anxiété permanente et surtout un sentiment de ne plus pouvoir, de ne plus être en relation directe avec son milieu de vie et surtout un sentiment d'injustice à l'égard des pollueurs. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui ressort souvent dans mes entretiens, c'est l'idée du principe pollueur-payeur. C'est rare que j'ai des termes assez précis juridiquement et ce principe-là, il est ressorti très souvent parce qu'il y a comme un sentiment d'injustice de devoir faire soi-même des efforts quotidiens de manière très individualisante quand les pollueurs ne sont pas inquiétés. Donc il y a des propositions diverses qui en ressortent que j'aurais peut-être pas le temps de développer. Ouais, ok. Mais quand même, par rapport à cette approche culturelle, je mettrai quand même un petit point d'attention sur la théorie de la reconnaissance qui a été théorisée par Fraser. Et dans les entretiens, il y a quand même aussi un recul assez critique sur ce que peut faire l'État dans la reconnaissance des pratiques culturelles et sur le fait qu'il y a aussi un point d'attention à avoir par rapport au fait d'attendre une forme de reconnaissance de par les services publics et du fait qu'il faudrait aussi avoir des formes d'auto-reconnaissance au sein des communautés. D'autres formes de propositions sont celles en faveur d'une forme de renouvellement démocratique et épistémique, notamment dans un contexte d'accès à la formation qui est difficile, de co-construction du savoir qui est aussi assez compliqué et surtout d'absence de réelle participation à l'élaboration des politiques publiques ou de décisions. De manière générale, ce qui en ressort, c'est l'idée, l'envie de construire une expertise scientifique et une décision politique de manière plus collégiale et plus délibérative, notamment par la possibilité de pouvoir remettre en question le projet initial. Ce qui est quelque chose qui est très peu souvent fait dans les diverses propositions de participation proposées par les pouvoirs publics. Et je pense notamment à la consultation pour le plan Chlordécone 4 qui, au-delà d'être un échec, ne permettait pas forcément tant que ça, en fait, de pouvoir contester le projet qui avait déjà été mis en place. Et puis, il y a une conscience dans les entretiens assez forte du fait que le débat public est aussi un instrument d'acceptabilité sociale. Et donc, il y a en retour quand même certaines exigences qui sont formulées par les enquêtés au regard de la tenue de tels espaces en fait, collectifs de co-construction du savoir et de la décision. Et c'est quelque chose que j'ai pu rapprocher effectivement avec le concept de forum hybride théorisé par Lascaux, Barthes et Calon, et aussi le concept de strong objectivity qui a été théorisé par Sandra Harding, dans cette exigence effectivement d'avoir des espaces où la parole de chacun est prise au même niveau. Ça m'amène effectivement à des questions sur les implications qu'ont ces propositions-là pour l'usage du droit et la recherche en sciences juridiques, notamment à un corpus assez large sur la question de l'arme du droit, c'est-à-dire une arme qu'on pourrait utiliser mais qui serait à double tranchant, c'est-à-dire qui peut renforcer et maintenir les inégalités, comme par exemple en autorisant des dérogations pour le chlordécone pendant 3 ans, ou qui peut être aussi une source possible de contestation. Ce qui ressort aussi de ces premières recherches, c'est le fait que pour le chlordécone, le droit peut accompagner un changement, mais à plusieurs conditions. À condition qu'il ne soit pas excluant ni techniciste. Ce corpus-là sur l'arme du droit a montré à plusieurs reprises que le fait d'activer des droits supplémentaires, et par exemple on peut mettre ça en relation avec le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, ne permet pas forcément une meilleure réparation ou n'est pas forcément utilisé par les victimes.
Et la personne, en l'occurrence, était la chercheuse qui s'appelle Liora Israël et qui faisait le lien avec le droit au logement. La deuxième condition, c'est celle des attentes qu'on en a et du rôle de la sphère politique. Et là, je m'appuie sur les travaux de Diane Roman, qui est juriste et qui montre comment, effectivement, depuis plusieurs années, le droit est utilisé pour exiger la protection des droits sociaux et environnementaux, mais qui se heurte quand même au mur du fait que ça ne peut pas engendrer un changement radical en fait des politiques publiques et que sans volonté politique, ces actions juridiques, elles ont une force, mais elles vont rester quand même limitées. Ensuite, les implications, elles sont aussi sur le plan de la recherche. Donc, comme j'ai dit au début, je pense que c'est important en tant que juriste d'avoir un exercice de réflexivité, comme dans d'autres sciences sociales, et à mon sens, ça devrait être incontournable. Et puis aussi d'avoir une approche empirique pour s'appuyer effectivement sur des récits et des expériences vécues, ce qui est encore quand même assez peu fait en droit, et surtout ce qui est souvent limité à des récits d'expériences vécues des personnes qui pratiquent le droit et pas forcément d'autres types d'acteurs. Enfin, j'ai souhaité conclure sur la situation globale des territoires ultramarins quant aux pesticides. Alors, les deux images que j'ai mis là, c'est un article de vulgarisation que j'ai coécrit avec Erwan Molinier et Malcolm Ferdinand dans un atlas qui s'appelle l'Atlas des pesticides. Alors, l'objectif de cet article-là, et qui est aussi basé sur un de leurs articles à eux deux, qui fait un état des lieux des pesticides dans les Outre-mer, c'est de montrer que cette situation du chlordécone, c'est une situation qui a été construite en tant que problème public, alors de manière très imparfaite, on l'a vu, mais qu'on a des problématiques sur les pesticides dans d'autres territoires qui sont même pas encore construites en tant que problème public, qui sont pas du tout visibilisées. Il y a une sous-production de données, une différenciation aussi des données selon le territoire, avec aujourd'hui une survisibilisation du chlordécone, mais aussi au détriment d'autres territoires qui ont des problématiques liées aux pesticides. On a aussi des différences de réglementation à plusieurs échelles. Et puis, voilà, je peux mentionner très rapidement pour terminer l'exemple de La Réunion. Ce qui est intéressant, c'est que La Réunion fait partie des territoires pour lesquels le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides peut s'appliquer. Mais depuis la création du fonds, il n'y a eu aucune demande d'indemnisation auprès du fonds pour des personnes résidant à La Réunion. Ce qui est quand même intéressant parce qu'il y a une problématique sur les pesticides liée à la culture de la canne, liée aussi à des dérogations pour des pesticides, notamment l'Asulam, qui, quand il a été interdit dans l'Union européenne, a été autorisé encore plusieurs années à La Réunion. Donc en fait, c'est pour dire que la justice transformatrice, c'est aussi de manière plus large se poser la question aussi sur les autres territoires ultramarins quant aux pesticides et aussi donc de voir cette question de manière plurielle et non pas de manière homogène, puisqu'on a souvent, et puis là on le voit avec cet atlas, on a dû faire l'exercice de résumer la situation sur les pesticides dans tous les territoires ultramarins en 2 pages. Et puis même souvent, quand on se retrouve à chercher des données, on a soit un territoire, souvent des DROM, soit le chlordécone, soit une page qui a prétention de parler de l'ensemble des pesticides dans tous les territoires ultramarins, ce qui est, vous en doutez, pas possible. Et puis aussi, souvent, on a un vocabulaire qui emprunte à une logique de l'expérimentation qui, globalement, dit que en faisant de la recherche sur les pesticides dans les territoires ultramarins, on va pouvoir en tirer des conclusions pour l'Hexagone. Ce qui, à mon sens, est aussi assez problématique. Et je pense que j'en terminerai là. Et je vous remercie pour votre écoute.